Qui détient réellement le pouvoir dans ton pays? Est-ce le président que tu élis tous les quelques années ou bien un ensemble de technocrates et de financiers que tu n'as jamais choisis dans les urnes? Tandis que les politiciens débattent à la télévision et monopolisent les gros titres avec leurs promesses ou leurs scandales, une structure discrète continue d'opérer en arrière-plan, détenant un pouvoir bien réel et sans rendre de compte, la Banque centrale. Son autorité ne repose pas sur les votes, mais sur quelque chose de bien plus concret. Le pouvoir de créer de la monnaie à partir de rien, de manipuler les taux d'intérêt et de décider du sort de l'économie entière. Elle peut financer des gouvernements au bord de la faillite ou sauver des banques en détresse, mais aussi appauvrir lentement des millions de personnes, sans jamais avoir été élus pour cela. Et pourtant, nous continuons à croire que le centre du pouvoir se trouve à l'Élysée, à la Moncloa, à la Maison-Blanche ou au palais de Narignot. Mais l'histoire raconte une autre vérité. Les présidents passent, les banques centrales restent. Pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut se remonter le fil du temps. L'histoire de la monnaie et celle de la dette révèlent que les banques centrales ne sont pas nées pour protéger les citoyens, mais comme des alliances entre des États en difficulté et des élites financières désireuses d'en tirer profit. Angleterre, 1694. Après de longues guerres, le gouvernement britannique est financièrement exsangue. C'est alors qu'un groupe de banquiers privés propose une solution, prêter de l'argent à l'État en échange d'un privilège exceptionnel, la création de la Banque d'Angleterre, et surtout le droit exclusif d'émettre des billets de banque adossés à la dette publique. Dès lors, la banque créait la monnaie, le gouvernement la dépensait et les banquiers touchaient des intérêts garantis. Le peuple, lui, réglait l'addition à travers les impôts ou l'inflation. Ce modèle s'est exporté. Aux États-Unis, les tentatives de création d'une banque centrale ont toujours été accompagnées de conflits politiques. Au XIXe siècle, des présidents comme Andrew Jackson ont combattu avec virulence cette concentration de pouvoir financier, allant jusqu'à démanteler la banque centrale de l'époque, qu'il accusait d'être un monstre asservissant le citoyen au profit des banquiers. Mais en 1913, dans le secret d'une île privée nommée Jekyll Island, des représentants de grandes banques et des responsables politiques conçoivent ce qui deviendra la Réserve fédérale. Elle est officiellement créée en décembre, juste avant la Première Guerre mondiale. Coïncidence? Peu probable. Elle deviendra rapidement le moteur monétaire qui financera les guerres et sauvera les banques en temps de crise. En Amérique latine, le modèle arrive plus tard, mais suit le même schéma. Le Mexique fonde sa banque centrale en 1925. L'Argentine en 1935, après de multiples crises et sous l'influence de conseillers étrangers. Dans la plupart des cas, c'est la pression du système financier international ou l'urgence de stabiliser des dettes internes qui force la création de ces institutions. Rarement issues d'un débat démocratique, elles naissent presque toujours dans l'urgence pour sauver un État en difficulté. Ce qui relie l'Angleterre, les États-Unis et l'Amérique latine, c'est la même logique. Les banques centrales sont nées de l'union entre la dette publique et les élites financières. Leur mission d'origine n'était pas de défendre les citoyens, mais de garantir que les gouvernements puissent continuer à emprunter et que les créanciers soient remboursés. Dès le départ, ces institutions se sont positionnées comme les gardiennes du système, non comme des agents de justice sociale. Si parfois leurs actions profitent aux citoyens, ce n'est qu'un effet secondaire, jamais l'objectif principal,
Les chefs d'État apparaissent comme les visages du pouvoir, mais leur influence dépend largement de ce que décide la Banque centrale. C'est là, dans ces bureaux, que l'on choisit s'il y aura de l'argent à dépenser, si l'économie sera stimulée ou freinée, si une crise sera contenue ou amplifiée. Car au fond, la politique s'écrit avec de l'argent. Et l'argent, ce sont eux qui le contrôlent. Officiellement, les banques centrales ont pour mission de maintenir la stabilité des prix, contrôler l'inflation, soutenir l'emploi et éviter les crises financières. Mais derrière ces formules technocratiques se cache un pouvoir immense qui influence ta vie chaque jour, souvent sans que tu t'en rendes compte. Elle contrôle combien de monnaie circule dans l'économie. Elle fixe le coût du crédit, impactant tes emprunts immobiliers, tes cartes bancaires, ton prêt automobile. Et en cas de choc, elles deviennent prêteurs en dernier ressort, capables de créer de l'argent pour sauver banques ou gouvernements. Ces fonctions semblent raisonnables, même nécessaires. Mais la vraie question, c'est pour qui travaille-t-elle ? Quand une banque centrale augmente les taux d'intérêt, elle affirme agir pour freiner l'inflation. En pratique, cela signifie que des millions de familles vont voir leurs dettes s'alourdir et que des petites entreprises auront plus de mal à emprunter. Quand elle baisse les taux, on parle de relance économique. Mais cela peut aussi créer des bulles spéculatives qui profitent aux détenteurs d'actifs financiers et peu aux classes populaires. Et encore une fois, le citoyen moyen paie l'addition, avec plus de dettes, une perte de pouvoir d'achat, des salaires qui stagnent ou réagissent trop tard. Une question s'impose. Ces banques sont-elles publiques ou privées ? À qui appartiennent-elles réellement ? La réponse est floue. Et c'est justement ce flou qui fait leur force. Par exemple, la Banque d'Angleterre est officiellement publique depuis sa nationalisation en 1946. La Banque centrale européenne appartient aux États membres, mais opère avec une indépendance telle que même les parlements nationaux n'ont aucun contrôle réel. Le cas le plus étonnant est celui de la Réserve fédérale américaine, composée de 12 banques régionales détenues par des banques privées, mais dirigées par un conseil de gouverneurs nommé par le président des États-Unis. Ni entièrement publique, ni totalement privée, c'est une créature hybride. Son existence garantit qu'aucun gouvernement ne pourra gouverner sans la présence des grandes banques autour de la table. Alors, quelle idéologie défendent-elles ? C'est ici que les choses deviennent gênantes. Certains affirment que les banques centrales sont socialistes, car elles peuvent financer l'État en imprimant de l'argent. D'autres les disent capitalistes, parce qu'elles sauvent les banques privées et protègent le système financier. La vérité, c'est qu'elles ne sont ni l'un ni l'autre. Elles sont les gardiens du système, les arbitres qui veillent à ce que l'architecture tienne debout, même si pour cela, elles doivent sacrifier des millions de citoyens au passage. Pense-y, lorsqu'un pays entre en crise, les politiciens s'écharpent dans les assemblées. Mais la décision sur la valeur de la monnaie, sur la quantité de dette qu'un État peut supporter, ou sur le taux auquel tu peux emprunter, ce n'est pas ton président qui la prend, c'est la Banque centrale, sans élection, sans débat public, sans que tu n'aies ton mot à dire. Cette fameuse indépendance, souvent vantée comme une vertu, est aussi la source de leur pouvoir, car elle signifie que les banques centrales échappent au cycle politique. Les présidents changent tous les 4 ou 6 ans. Un gouverneur de banque centrale peut rester une décennie ou plus. Pendant ce temps, la politique devient un simple spectacle saisonnier. La banque centrale est le pouvoir invisible qui est toujours là, quoi qu'il arrive.
peu importe qui gagne les élections ou combien de fois le gouvernement change, son influence demeure. C'est pourquoi, au XIXe siècle, Andrew Jackson l'a appelé une bête dangereuse. Parce qu'il comprenait déjà que la véritable autorité ne réside pas dans les discours ni dans les urnes, mais dans ceux qui tirent les ficelles de l'argent. S'il circule ou se tarit, si la dette s'envole ou se réduit, si l'économie grandit ou s'immobilise, tandis que les présidents jouent sur la scène visible, les banques centrales décident dans l'ombre qui prospère et qui échoue. Et ce n'est pas une histoire ancienne, cela se passe maintenant. Aux États-Unis, la Réserve fédérale a injecté des billions de dollars en 2008 pour sauver le système financier après la crise des subprimes. Elle l'a refait en 2020, en pleine pandémie, inondant les marchés de liquidités. Cela a apporté un soulagement momentané, oui, mais aussi déclenché une inflation qui a frappé des millions de familles. La question est simple. Qui a été sauvé? Le citoyen qui a perdu son emploi ou les grandes banques qui étaient au bord de la faillite? La réponse ne surprend pas. On protège le système, pas les individus. L'Europe nous offre aussi des leçons claires. En 2010, alors que la Grèce frôlait la faillite, la Banque centrale européenne a acheté sa dette en imposant des conditions sévères. En pratique, austérité, coupe dans les retraites, les salaires publics et les services essentiels. L'histoire officielle disait que c'était pour sauver la Grèce. La réalité, sauver les créanciers européens, pas le peuple grec. Encore une fois, l'objectif n'était pas de soulager les citoyens, mais d'assurer que le système financier ne vacille pas. En Amérique latine, les exemples ne manquent pas. L'Argentine répète ce cycle. Sa banque centrale imprime de la monnaie pour financer le gouvernement, mais au prix d'une inflation incontrôlée qui détruit salaires et économie. La priorité n'est pas de protéger la classe moyenne, mais de maintenir à flot un État constamment au bord du défaut de paiement. Et quand le Fonds monétaire international entre en scène, le message est encore plus clair. Il faut protéger la capacité du pays à rembourser, même si cela condamne économiquement les générations futures. Ce phénomène est mondial. La Turquie, avec une banque centrale sous pression politique, a vu sa monnaie s'effondrer, les investisseurs fuir et les prix exploser. Au Nigeria et au Venezuela, les citoyens se tournent vers les crypto-monnaies comme dernier refuge face à des banques centrales discréditées. Pendant ce temps, dans les grandes puissances, un nouveau projet se dessine. Les monnaies numériques des banques centrales, CBDC. Elles promettent modernité et efficacité. Mais dans la pratique, elles signifient un contrôle total de chaque transaction que vous effectuez. Aujourd'hui, ces institutions décident combien d'argent circule. Demain, elles pourraient décider où et comment vous le dépensez. Voici la vérité inconfortable. Les banques centrales ne répondent à aucune idéologie claire. Elles ne sont ni communistes parce qu'elles impriment de l'argent, ni capitalistes parce qu'elles sauvent les banques. Elles sont les gardiennes du système. Elles opèrent au-dessus des partis, des gouvernements et des électeurs avec un seul but, maintenir la stabilité financière, que la dette soit remboursée, que la monnaie continue de circuler, que les marchés gardent confiance. Et si des millions s'appauvrissent dans le processus, c'est un dommage collatéral acceptable pour elles. C'est pourquoi comprendre leur fonctionnement n'est pas un exercice académique, c'est une question de survie économique. Parce que lorsque vous réalisez que votre salaire, vos économies et vos crédits dépendent de décisions prises par des technocrates que vous n'avez pas élus, vous comprenez que votre liberté financière ne peut pas reposer sur leur bon vouloir. Vous avez besoin de stratégie, diversifier vos actifs,
Apprendre à protéger votre patrimoine. Développer un esprit critique. Parce que la Banque centrale ne travaille pas pour vous, elle travaille pour le système. Et le système se protège toujours en premier. En fin de compte, la leçon est simple. Les présidents gouvernent ce que l'on voit, les banques centrales ce que l'on ne voit pas. Le citoyen croit que son vote décide de l'avenir, mais le véritable pouvoir réside dans ceux qui contrôlent la monnaie. L'histoire ne se répète pas, mais elle rime. Et si vous ne la comprenez pas, elle vous écrase quand même.